la masturbation permettrait d'avoir un plus haut poste et un meilleur salaire. Oui, il s'agit d'un sondage américain relayé par le site Yahoo. Les personnes qui se masturbent régulièrement seraient plus détendues, auraient plus confiance en elles et accéderaient plus facilement à des postes à responsabilité. Bon, ben... on en apprend tous les jours, hein. Maintenant vous savez ce qu'il vous reste à faire si vous voulez avoir une augmentation. Moi je vous laisse, je vais de ce pas reprendre ma carrière en main. Ou pas. Bonjour à tous, bienvenue dans cet épisode hors série où je vais faire quelque chose que j'ai pas vraiment l'habitude de faire, c'est-à-dire que je vais revenir sur une information qui a pas mal circulé dans les médias. Je ne sais pas si vous l'aviez vu passer, c'était aux alentours du mois de septembre, et depuis je l'avais gardé dans un coin de ma tête en me disant que ça ferait une bonne porte d'entrée pour faire un épisode plus axé pensée critique, méthodologie. Et comme le confinement me laisse un peu plus de temps que d'habitude, j'en profite pour me fendre d'un petit tuto sur comment ne pas se laisser abuser par ces fameuses études américaines qui sont si souvent reprises dans nos médias. Parce qu'évidemment, dans ce type de format, c'est très facile de passer du côté obscur de la force et de s'insurger bêtement sur un homme de paille. Je précise quand même que les journalistes qui ont relayé l'information ont fait preuve de prudence sur les capacités scientifiques des résultats. Étude assez bancale d'un point de vue scientifique, voire ballante, mais qui a eu le mérite de faire sourire les internautes. Et ils font bien d'être prudents. Pour simplifier, voici un graphique qui vous présente la probabilité que le résultat soit scientifiquement valide. Donc là, vous avez en rouge aucune chance, et forcément le reste, c'est toujours aucune chance, mais en bleu. Parce que vous allez voir, cette enquête, c'est du total bullshit. Alors saisissez-vous de votre lubrifiant et de votre gel hydroalcoolique en prenant bien soin de ne pas les confondre, et on est parti. Reprenons depuis le début. On va commencer par regarder comment a été relayée l'information dans plusieurs sources pour voir si l'extrait vidéo est représentatif de la façon dont a été relayée l'information en France ou si déjà on a affaire à une simplification. Je me suis arrêté à la première page de Google parce que il faut bien définir une limite et j'ai trouvé 9 articles en ligne qui disent à peu près la même chose. Ils s'étalent entre le 27 et le 14 octobre 2019, donc déjà on peut remarquer que c'est une information qui a été relayée de façon assez courte dans le temps, qui a plutôt fait un buzz avant d'être rapidement oubliée. Sur la façon de relayer l'information, on peut déjà s'intéresser aux titres des articles, qui font preuve de plus ou moins de prudence. Sur les 9 articles, 6 se contentent dans leur titre d'exposer le résultat, à savoir une corrélation entre le fait de se pignoler et le niveau de salaire. Et c'est plutôt avec les 3 derniers que ça va commencer à se gâter. Donc pour les titres prudents, on a ceux qui se touchent régulièrement sont plus riches selon un sondage. Sexe. Les gens qui se caressent souvent ont plus de chances d'être managers. Les salariés qui se font plaisir auraient plus de chances de devenir managers. Les personnes qui s'auto-érotisent souvent réussissent mieux au travail. D'après une étude, les gens qui se paluchent beaucoup ont plus de chances de devenir managers et de gagner plus. Insolite, le saviez-vous? Une étude montre que ceux qui se taquinent gagnent plus que les autres. Par contre, les 3 derniers articles ne prennent pas vraiment de pincettes et annoncent dès le début qu'il y a une relation de causalité, c'est-à-dire que c'est le fait de se reluire le bibelot qui cause l'augmentation du salaire. Le premier site, c'est Marie-France, qui conserve encore quelques pincettes puisque le titre est sous forme interrogative. Branlette et réussite professionnelle, quel rapport? Mais qui est immédiatement suivi par « Vous souhaitez réussir professionnellement? On a peut-être la solution pour vous, la pougnade, on vous explique tout !» Après, on a le site Medicite qui plonge à pieds joints dans l'explication causale, avec un titre on ne peut plus explicite « Se faire gicler permet d'avoir un plus haut poste et un meilleur salaire !» Et le grand gagnant dans la catégorie foutage de gueule, c'est l'article sur lequel se base directement la vidéo d'introduction, qui est un article de Yahoo qui nous dit « Le chatouillage de pédoncule permettrait d'avoir un plus haut poste et un meilleur salaire. C'est la science qui le dit. » Je crois qu'on tient notre grand gagnant du titre putaclic. Et non, le conditionnel ne suffit pas à rendre le truc ok, surtout quand on essaye de rentrer le truc avec un coup de « Si, c'est la science qui le dit !» Cela dit, même si certains sont plus prudents que d'autres dans leur titre, on retrouve exactement la même information dans chacun des articles. D'après une étude Univia réalisée sur 1012 personnes, ceux qui se font jouir régulièrement ont un salaire moyen de 47 076 $ contre 44 006 $ pour ceux qui font ça plus rarement. Autre donnée largement partagée, les hyperactifs de la libido sont plus nombreux à avoir demandé une augmentation dans l'année, 22,6% contre 15% pour les autres. Et jusque-là, j'ai aucun problème avec ça. On ne fait que relever une corrélation entre des variables,
Et beaucoup de choses pourraient expliquer ça. Le problème, c'est qu'il ne s'arrête pas là, et pour expliquer le phénomène, ils convoquent tous la même raison, qui semble donc venir de l'étude originale, à savoir que le fait de se faire un petit 5 contre 1, ça permet aux individus d'être plus détendus, et donc de davantage oser demander une augmentation à leur boss, et que c'est pour ça qu'ils ont un salaire plus élevé. Autrement dit, on bascule dans l'explication causale, et c'est là qu'ils me perdent complètement. Je vais revenir là-dessus dans un instant. Avant de passer à la suite, je souligne quand même qu'il y a certains articles qui ont senti que ça puait un peu du cul comme analyse, et qui ont pointé la limite principale qui semble quand même assez évidente. Donc dans 3 de ces 8 articles, on nous présente quand même que, toutefois, le groupe des amateurs d'onanisme comporte plus d'hommes, qui jouent au solitaire 13 fois par mois en moyenne, contre 6 fois pour les femmes, ce qui peut expliquer les plus gros salaires liés au poste à responsabilité, malheureusement plus fréquents chez les hommes. Non, tu penses que ça peut jouer ? Genre, vraiment, le sexe serait une variable pertinente quand on parle de pratiques sexuelles ? Alors, si je me montre un peu cynique comme ça, c'est que j'ai même pas besoin de faire une étude pour penser que, a priori, s'il y a des écarts entre les salaires des gros et des petits liseurs de braille, a priori ça s'explique davantage par les écarts de salaire homme-femme que par l'effet supposé du shampouinage urogénital sur les salaires. Mais même les 3 articles qui mentionnent cette limite, ils le font juste au détour d'un petit toutefois, comme je viens de vous le lire, mais ils remettent pas du tout en cause l'explication causale du mec qui vient de se séguer et qui du coup est plus détendu et ose plus facilement demander une augmentation à son boss. Et pour les autres articles, alors c'est carrément le festival, avec des petites phrases du genre « Bref, vous l'aurez compris, se battre les couilles en neige aide à réussir au travail !» Ou encore « Bon, à vous de vous prendre en main !» Ou alors le magnifique « Bref, vous l'aurez compris, pour lier l'utile, avoir une promotion ou une augmentation à l'agréable, pensez à vous défriser la chicorée régulièrement, il y a pire comme activité. » No, God! No, God, please, no! 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 Là, on vient surtout de voir la façon de travailler des journalistes. Mais leur boulot, ça devrait être justement de pointer les limites, pas de se contenter de répéter bêtement ce que dit une enquête toute pourrie, mais de montrer en quoi leur conclusion, ça ressemble à un gros caca fumant. Mais bon, avant d'aller puiser l'information à la source primordiale et d'aller voir cette fameuse enquête de laquelle tout est parti, faisons un petit point pour vous expliquer en quoi c'est grave de confondre une simple corrélation avec une causalité. Et pourquoi les journalistes qui veulent relayer ce genre d'études-là, ils devraient être particulièrement formés à ce type de questions. Bon, allez, vous venez, on y va. Ok, c'est bon, ça marche. Ok, donc on est parti pour un petit topo rapide sur la distinction entre corrélation et causalité. Une corrélation, ça désigne simplement le fait que 2 variables évoluent de façon conjointe. La corrélation est positive si les 2 variables évoluent dans le même sens, et elle est négative si les 2 variables évoluent en sens inverse. Dans cette étude, ce qu'on voit, c'est que quand la fréquence d'effeuillage de baobab augmente, le salaire moyen augmente. On a bien une relation positive. Mais ce qu'il faut bien garder en tête, c'est que c'est pas très difficile d'avoir une corrélation entre 2 variables. Il suffit d'avoir 2 courbes qui se ressemblent à peu près. Et paf, ça fait des chocs à pic. Enfin, ça fait une corrélation, quoi. La preuve en image. En rouge, vous avez la quantité de fromage consommée par personne aux États-Unis, et en noir, vous avez le nombre de personnes qui meurent chaque année étouffées dans leurs draps. Et je vous assure qu'il y a une réelle corrélation entre ces 2 variables, hein. Regardez comme les courbes se suivent bien. On a un coefficient de corrélation d'à peu près 0,95. Quand on sait que le maximum c'est 1, ça commence à faire de la belle corrélation. Par contre, peut-on conclure qu'il y a une causalité entre ces variables? Bien évidemment, non. Une relation de causalité, ça voudrait dire qu'il y a l'une des variables qui est la cause de l'autre. Par exemple, que c'est parce que les gens mangent plus de fromage qu'ils s'étranglent plus dans leur drap. On voit bien que ça n'a pas de sens. À moins que les mecs, ils mangent du fromage dans leur lit, du coup, ça fait des miettes et ils secouent leur drap pour enlever les miettes et du coup, ça augmente leur chance de s'enfuir. Ou non, je sais, en fait, c'est leur femme qui supporte plus d'avoir de la bouffe dans le lit et qui finissent par les étouffer et qui maquillent ça pour un accident. Je crois qu'on tient un truc là, hein. Fort! Comme vous voyez, on a tout de suite tendance à essayer de chercher des explications causales. Et c'est pas de notre faute, on est câblé comme ça. Notre cerveau est fait pour trouver des relations de causalité. Et à sa décharge, 95% du temps, ça fonctionne très bien. Pour plus de détails sur comment fonctionnent ces différents biais, je vous renvoie à la chaîne YouTube La Tronche en Biais qui explique très bien toutes ces petites fantaisies de notre cerveau. Mais pour en revenir à nos moutons, vous avez compris où je veux en venir, il faut être très prudent avec la corrélation. Parce que la corrélation n'implique pas la causalité.
Est-ce que je déclenche un bonus vulgarisateur pour avoir prononcé cette phrase? Non? Pour simplifier, il y a 3 choses qui peuvent expliquer une corrélation. Premièrement, la causalité. Ah bah oui, c'est pas parce que c'est pas toujours vrai que c'est jamais vrai. Des fois, on a bien les deux, corrélation et causalité. Par exemple, plus il y a de pluie, plus il y a de parapluies chez les gens qui marchent dans la rue. Enfin, pour parler d'une époque où on pouvait encore marcher dans la rue. On a bien une corrélation entre ces deux variables, et c'est aussi une causalité, puisque c'est la pluie qui cause l'augmentation des parapluies. Et on voit bien que la causalité, elle a un sens aussi, parce que l'inverse n'est pas vrai. On ne peut pas dire que l'augmentation des parapluies cause la pluie. Bon, là j'ai pris un exemple méga simple, évidemment des fois c'est un peu plus compliqué, il y a des effets rétroactifs de causalité avec des variables qui s'influencent mutuellement. Par exemple, le niveau de revenu augmente le niveau de patrimoine, qui augmente lui-même le niveau de revenu, qui va réaugmenter le niveau de patrimoine, etc., etc. Donc ça fait une boucle de causalité. Mais restons simples pour le moment. Deuxième explication pour une corrélation, la variable cachée qu'on appelle aussi le facteur de confusion. Ça, c'est le truc le plus important à vérifier si on veut pas passer pour un glandu en criant trop vite à la causalité. Vérifier que mes deux variables ne sont pas corrélées tout simplement parce qu'elles sont toutes les deux causées par une troisième variable. Par exemple, quand la consommation de glace augmente, le nombre de morts par noyade augmente également. C'est une vraie corrélation très solide qui se vérifie très fortement. Est-ce que ça veut dire que manger des glaces augmente vos chances de vous noyer ? Pas du tout. Elles sont toutes les deux causées par une troisième variable, la température. Quand il fait chaud, je mange plus de glace, mais je vais aussi plus me baigner, ce qui augmente mes chances de mourir par noyade. Corrélation, mais pas causalité. Et cet exemple-là, je l'ai fait avec des élèves, et ils ont été nombreux à essayer de me trouver une explication causale du type « Oui, alors si un enfant il a assisté à une mort par noyade, du coup ses parents ils vont plus lui payer des glaces pour le consoler. » Non, non, c'est juste une variable cachée. Il n'y a pas à chercher plus loin. Et troisième explication, le hasard. Ça arrive que deux variables soient corrélées alors qu'il n'y a aucune relation d'aucune sorte entre elles. Et si vous allez faire un tour sur le site Spurious Correlation, vous pourrez en voir des dizaines du même type que celle que je vous ai montrée tout à l'heure. Par exemple, plus il y a de lancements spatiaux non commerciaux, plus il y a de doctorats de sociologie accordés aux États-Unis. Ou en Allemagne, plus il y a de films documentaires produits sur le territoire, plus le nombre de cochons abattus augmente. Forcément, avec les dizaines de milliers de données qu'on collecte partout, il est forcé que des corrélations hasardeuses apparaissent. C'est là où le travail d'un scientifique, c'est de s'assurer que la corrélation qu'il est en train d'observer n'est ni causée par le hasard, ni causée par une variable cachée. Et alors là, et seulement là, on peut commencer à émettre l'hypothèse d'une causalité. Mais pour mettre en évidence une causalité, en fait, il faut réunir bien d'autres informations que la corrélation. Dans l'exemple que j'ai fait sur la causalité, j'ai dit on a une corrélation entre la quantité de pluie et le nombre de parapluies. Pourtant, qu'est-ce qui me permet de conclure que c'est une causalité? Si j'étais un extraterrestre qui n'a aucune idée de comment fonctionne la planète Terre, il n'est pas sûr que j'en arrive à ces conclusions-là. Parce que, en termes de données, apparemment, j'ai exactement la même chose que pour les autres, c'est-à-dire une corrélation positive. Alors qu'est-ce qui me permet, à moi, de conclure à la causalité ici? Ben en fait, plein de choses. Si j'essaie d'expliciter un petit peu le raisonnement qui m'a amené à conclure à une causalité, en fait, j'ai pris plein d'éléments en compte, en plus de la corrélation, quantité de pluie, nombre de parapluies. Déjà, je sais que c'est précisément pour se protéger de la pluie qu'ont été créés les parapluies. Donc c'est assez logique qu'on les sorte quand il pleut. En plus, j'ai une expérience du sujet. Je me suis déjà retrouvé avec les cheveux mouillés parce que j'étais sorti sous la pluie sans parapluie. Donc il y a une cohérence logique à la chose. Ensuite, il y a une question de temporalité et de permanence de l'effet aussi. Je m'aperçois que régulièrement quand il pleut, les gens sortent les parapluies. Par contre, j'ai déjà observé de la pluie alors qu'il n'y avait pas de parapluie. Donc, visiblement, ce n'est pas les parapluies qui causent la pluie, mais plutôt l'inverse. Bref, je vais arrêter là pour cet exemple, mais vous voyez l'idée que, pour conclure à une causalité, je prends en compte en fait toute une galaxie d'informations qui vont bien au-delà de la simple corrélation. Mais si ces éléments sont assez évidents quand on prend des exemples simples, il va falloir être un peu plus prudent dès qu'on a affaire à un cas un peu plus complexe, comme le cas qui nous intéresse aujourd'hui. Mais reprenons justement ce que l'on sait, pour le moment, de notre exemple. On sait qu'il y a une corrélation entre le niveau de salaire et le fait de faire sourire le lutin, et entre la probabilité de demander une augmentation et le fait de se caresser le velours. Et c'est tout. Le seul élément que les articles se proposent d'ajouter pour transformer cette corrélation en causalité, c'est une explication physiologico-psychologique du genre ça permet d'être plus détendu et donc de davantage oser demander une hausse de salaire. Alors moi je veux bien, il n'y a pas de problème, mais ça fait quand même un peu léger comme hypothèse. Parce que si le critère principal pour avoir une augmentation, c'est d'être détendu, pourquoi on fait pas une étude sur l'effet du massage des pieds sur les salaires aussi? Ça aussi ça permet d'être détendu.
Et surtout, même en imaginant qu'on ait une relation causale entre ces deux variables. Je vous montrerai plus tard que je pense que c'est pas du tout le cas, mais expérience de pensée, imaginons, il y a bien une relation de causalité entre ces variables. Qu'est-ce qui nous permet de connaître le sens de cette causalité? Pourquoi est-ce que ce serait la variable graissage de salami qui cause la variable salaire? Est-ce qu'on ne pourrait pas imaginer que ce soit la variable salaire qui cause la variable changer l'eau aux olives? Et je pourrais vous trouver une explication physiologico-psychologique tout à fait aussi convaincante que la leur pour soutenir mon hypothèse. Bah, regardez, je vous le fais. Les personnes qui ont un haut revenu, ce sont des managers, des responsables qui ont un métier stressant, et du coup, ils ont aussi beaucoup plus besoin de relâcher la pression que les autres. C'est pour ça que les managers ayant un haut revenu et un métier plus stressant vont beaucoup plus souvent que les autres peigner la girafe. On voit bien que c'est donc bien la variable salaire qui cause la variable s'assourdir à petit feu. Non, ça en fait c'est une idée reçue. Hein. Vous voyez ce que je viens de faire là? Je viens de complètement retourner la causalité et on est à peu près au même degré de vraisemblance que l'étude précédemment citée. Donc ça doit être un gros indice comme quoi leur justification, au mieux, elle manque de robustesse, et au pire, ben... c'est de la merde. Mais justement, maintenant, c'est le moment où je me penche un peu plus sur cette fameuse étude originale, et vous allez voir que... c'est de la merde. Alors, c'est bien une étude qui a été faite sur 1012 personnes interrogées, le problème c'est qu'on nous dit pas du tout comment elles ont été sélectionnées. Parce que c'est un peu le nombre minimal de personnes à partir duquel on peut commencer à dire que les résultats veulent à peu près dire quelque chose, à condition seulement que l'échantillon soit représentatif de la population. Mais bon, on va leur laisser le bénéfice du doute. Bon, il nous donne pas mal d'infos générales sur le goupignolage, je vais passer assez vite. Ah, si ce n'est, tiens, là, fun fact, on voit qu'aux États-Unis, ceux qui votent démocrates vont traire l'anguille bien plus fréquemment que les républicains. C'est important de le souligner. En passant, on voit deux infos que je vais relever, donc on nous montre quand même qu'il y a une grosse différence dans la fréquence de pistonnage entre les hommes et les femmes, où l'on voit qu'en moyenne, les femmes se font monter la marée 6 jours par mois contre 13 pour les hommes. On voit la même différence dans des tableaux qui récapitulent les données pour les hommes et les femmes selon les différentes catégories d'âge. Et après, on en arrive au cœur du truc, les effets sur le travail et le salaire. Alors d'abord, on constate la différence de salaire annuel, 47 072 $ pour ceux qui s'hydratent fréquemment l'entrejambe, contre 44 006 $ pour ceux qui préfèrent rester au sec. Ok, donc c'est bien la même info qu'on a déjà vu plusieurs fois. Et après, on a une série de 4 données, temps plein ou temps partiel, ont une position de manager ou non, ont demandé une augmentation ou non, et ont obtenu une augmentation ou non. Et pour toutes ces catégories, on constate que ceux qui s'astiquent fréquemment le casque sont à chaque fois mieux lotis que les autres. Et après, on en arrive à leur conclusion, une pépite, donc je vous la présente telle quelle. L'amélioration de la confiance en soi que la pignole a déjà montré provoquer pourrait être un contributeur majeur à un salaire plus élevé, car il peut falloir un certain degré de confiance en soi et de courage pour oser demander une augmentation à son patron. Et ceux qui se dégorgent fréquemment le poireau ont 8 points de pourcentage de chance en plus d'avoir ce qu'il faut pour oser demander une augmentation. Si on va un cran plus loin, le lustrage de bijoux pourrait-il influencer la différence de salaire homme-femme? Si titiller fréquemment vos parties augmente vos chances de demander une augmentation, et que les femmes ont moins de chances d'aller souvent explorer la caverne, la réponse semblerait être oui. Wow. Vraiment là, c'est tellement énorme que je sais pas quoi dire. Non, parce que les mecs voient clairement que leur étude... c'est de la merde. Enfin, je veux dire, ils voient que visiblement, le sexe est un gros facteur de confusion, mais ils font semblant que tout va bien. Et du coup, au lieu de dire un truc du genre, peut-être que les différences de salaire entre les deux groupes s'expliquent davantage par les écarts de salaire homme-femme que par la différence de fréquence avec laquelle ils envoient la purée, et d'essayer de le vérifier, ils te retournent complètement le truc et ils s'en servent pour te forcer leur explication causale à la mort moelle-neu. Les mecs sont tellement persuadés que c'est la tirelipompette qui cause les différences de salaire que ce qu'ils sont en train de nous dire en substance, c'est que c'est parce que les femmes font moins pleurer la Madeleine qu'elles gagnent moins que les hommes. Bon, eh bien, on va essayer de regarder à partir de ce qu'on a comme données. On va essayer de vérifier si le sexe est un facteur de confusion suffisant pour expliquer la totalité des variations de salaire,
ou alors s'il nous reste une partie de l'écart entre les deux groupes inexpliquée, que l'on pourrait alors peut-être, et je dis bien peut-être, attribuer à l'auto-bricolage. L'idée, c'est qu'on va essayer de quantifier quelle part de la variation de salaire entre les deux groupes est explicable par la composition sexuelle des groupes, ou est attribuable à autre chose. Je vous explique. Pour arrondir, on a à peu près 3000 $ de différence entre les deux groupes, et justement c'est ce qu'on veut essayer d'expliquer, c'est d'où vient cette différence. Donc 3000 $, c'est ma variable à expliquer, et je suis donc à la recherche de variables explicatives. La première chose à voir, c'est que les deux groupes n'ont pas le même nombre d'hommes et de femmes, donc plutôt que d'avoir un truc comme ça, on va plutôt avoir un truc comme ça. Et on sait qu'en général, dans nos sociétés, et en particulier aux États-Unis, le salaire que gagnent les hommes est plus élevé que le salaire que gagnent les femmes. Donc toute chose égale par ailleurs, si je fais deux groupes qui n'ont pas la même composition sexuelle, et que j'attribue à chaque personne le salaire moyen de son sexe, il est forcé qu'il y aura une différence de salaire moyen entre ces deux groupes. Et cette différence-là ne pourra être expliquée que par le sexe, puisque ce sera le seul critère de différence qu'on aura pris en compte. Et après, ce qui nous intéresse, c'est l'ordre de grandeur de cette variation. Parce que, imaginons maintenant que la différence de composition sexuelle des groupes permette d'expliquer une variation de l'ordre de seulement 2000 $. Étant donné qu'entre mes deux groupes initiaux, j'avais une variation de 3000 $, alors ça voudrait dire que 2/3 de ma variation s'explique par la différence de composition sexuelle des groupes. Mais ça voudrait aussi dire qu'il resterait encore 1000 $ d'écart, soit 1/3 de ma variation, qui ne serait pas expliquée par la composition sexuelle des groupes. Et du coup, peut-être, éventuellement, que cette partie de la différence serait explicable par le fait de jouer souvent de la flûte à un trou. Mais avant d'essayer de trouver une explication, on va déjà essayer de voir si elle existe, cette partie non expliquée de la variation. Il faut faire les choses dans l'ordre. Donc la première étape pour essayer de vérifier ça, ce sera avant tout de déterminer quelle est la composition sexuelle des groupes entre ceux qui font beaucoup mousser la créature et les autres. Le problème, c'est qu'évidemment, ils ne donnent pas leurs données en accès libre, donc je peux pas vérifier directement. Je vais devoir bidouiller à partir des informations qu'ils nous donnent dans l'étude et faire un petit peu de retro-engineering de la data. Bon, le premier problème, c'est que j'ai aucune idée de combien il y a d'hommes et combien il y a de femmes dans les groupes de tripoteurs fréquents et de tripoteurs peu fréquents. Et les seules données dont je dispose, ce sont ces tableaux, où on me donne la proportion de tripotage par sexe, mais aussi par classe d'âge, du coup ça embrouille encore plus le schmilblick, et j'ai ce graphe qui me donne la fréquence de l'autojouissance totale, mais ici pour tout l'échantillon, hommes et femmes confondus. Donc j'ai pas le choix, il faut que j'utilise ces tableaux pour essayer de déduire la composition de leur échantillon. Le problème, c'est que je connais pas non plus la composition en termes de classe d'âge de leur échantillon. Mais comme je leur accorde le bénéfice du doute, je vais considérer que leur échantillon est représentatif de la population, et je vais chercher à extrapoler à partir de la vraie répartition des âges que je récupère sur le site du recensement américain. J'ai modifié légèrement mes coefficients pour coller à leurs données, parce que dans leur échantillon, il y a un peu plus de femmes que dans la population réelle. Donc j'en arrive à quelque chose qui ressemble à ce qu'ils ont, avec 51,3% de femmes pour 48,7% d'hommes, et de jolis tableaux de correspondance. Donc en partant de leur tableau pour les hommes et pour les femmes, et en le comparant à la pyramide des âges dans la population américaine, j'obtiens la composition d'un échantillon total mixte, et pour vérifier que je ne suis pas complètement à côté de la plaque, je vais comparer les données de mon échantillon total avec celui de leur échantillon total pour voir si ça colle à peu près. Et là, la tuile. Je remarque que ma composition d'échantillon ne doit pas être la bonne parce que j'ai presque 5 points d'écart avec leurs données, donc visiblement, il y a une couille dans le potage. Cela dit, c'est assez facile à corriger, parce que visiblement, il me manque des étrangleurs de dindons fréquents, et j'ai beaucoup trop de mou de la libido par rapport à leurs chiffres à eux. Étant donné que le mode de recrutement de leur échantillon a été fait via internet, et surtout qu'ils ont fait dans leur tableau une catégorie unique pour tous les plus de 50 ans, il me semble assez évident que c'est parce que j'ai beaucoup trop de vieux dans mon échantillon. Du coup, je corrige mon recrutement en enlevant toutes les personnes âgées de plus de 60 ans. Et là, magie, je retombe sur quelque chose de très proche de leurs données à eux. Alors bien sûr, c'est pas parfait, mais ce sera largement assez proche pour ce que je veux faire ici. Et puis de toute façon, sans leurs données, je pourrais jamais savoir exactement comment ils ont fait leur recrutement. Du coup, maintenant je suis à peu près bon en termes de proportion homme-femme et de catégorie d'âge, donc maintenant je peux réinjecter les données sur les fréquences de pognage. Donc
Parmi mon groupe de ceux qui jouent souvent de la mandoline, j'ai 63% d'hommes et 37% de femmes, et dans mon groupe de ceux qui rendent rarement visite à Madame 5 doigts, j'ai 25% d'hommes pour 75% de femmes. Magnifique! Donc maintenant, essayons de voir ce que cette composition nous donne comme écart de salaire. Évidemment, je ne connais pas les salaires des véritables enquêtés, puisque je n'ai toujours pas accès à leurs données, mais je vais faire une approximation en utilisant les salaires médians de chaque sexe. Le salaire médian, c'est le salaire défini tel que la moitié de la population gagne en dessous et la moitié de la population gagne au-dessus. On préfère l'utiliser au salaire moyen parce qu'il est plus stable et ne se fait pas tirer vers le haut par les très hauts revenus. J'ai donc regardé quel est le salaire médian des hommes et des femmes par tranche d'âge selon le Bureau of Labor Statistics des États-Unis. C'est des données de 2019, donc ça colle avec mon échantillon. Et puis après, j'ai multiplié ces montants par le pourcentage de chacune des tranches d'âge de mon échantillon pour obtenir les revenus médians totaux de mon échantillon. Pour l'échantillon que nous nous sommes fabriqués, le salaire médian des hommes s'élève à 48 573 $ par an, et le salaire médian des femmes s'élève à 39 743 $ par an. Regardons maintenant comment ces différences affectent les revenus de mes deux groupes. Je considère donc que dans mes deux groupes, tous les hommes gagnent 48 573 $ et que toutes les femmes gagnent 39 743 $. Et le niveau de revenu moyen pour chacun des groupes est donc, roulement de tambour, de 45 257 $ pour le groupe des fifous du Biniou et de 41 970 $ pour le groupe des pas fifous du Biniou. Alors faisons une petite pause. Déjà on remarque que mes estimations sont en dessous des leurs, de l'ordre de 2000 $ pour chaque groupe. C'est pas forcément étonnant du fait de toutes les approximations qu'on a dû faire. Il suffit que dans leur échantillon ils aient un biais de sélection qui ferait qu'ils ont davantage de personnes diplômées et ça ferait mécaniquement monter le revenu. Mais ce qui nous intéresse davantage, c'est l'ordre de grandeur de l'écart entre les deux niveaux de salaire que j'obtiens. Ce que je peux conclure ici, c'est que, d'après ce que je sais de la composition sexuelle des groupes, si l'échantillon est représentatif de la population, on devrait avoir un écart de salaire de 3287 $ entre les deux groupes, qui ne s'explique que par la différence de sexe. On est donc bien dans l'ordre de grandeur des 3000 $. Donc autant dire qu'avec leur écart initial de 3000 $, ils sont bien loin de pouvoir dire que le fait de se chatouiller la machine à fantasmes ait pu jouer un quelconque rôle dans le niveau des salaires. Et la différence de composition sexuelle des groupes est bien une variable suffisante pour expliquer la totalité de la variation. Mais quelle surprise! Alors là, vraiment, j'en tombe des nues, Allez, maintenant c'est le moment d'une petite conclusion. Pour conclure, d'abord, un petit point méthodologique, simplement pour vous dire que tous les calculs auxquels je me suis essayé, là, c'est pas du travail vraiment scientifique, simplement parce que n'ayant pas accès à leurs données, j'ai dû les reconstruire à grand renfort d'approximation. En réalité, quand on a un jeu de données comme ça, on utilise ce qu'on appelle des variables de contrôle pour éliminer les facteurs de confusion. Par exemple, ici, j'aurais testé la valeur explicative de ma variable prise en main en la contrôlant par ma variable sexe, ce qui m'aurait permis d'étudier les choses toutes choses égales par ailleurs, ou du moins tout sexe égal par ailleurs. Et si, dans le groupe des hommes, ceux qui se tirent souvent sur la nouille gagnent plus que les autres, et même chose chez les femmes, là, on aurait pu commencer à mettre en évidence une corrélation qui n'est pas influencée par la composition sexuelle des groupes. Mais cela dit, après les approximations que j'ai faites, je doute que cette corrélation existe, et c'est à mon avis pour ça qu'ils ne l'ont pas fait. Et après, pour les variables de contrôle, on n'était pas obligé de mettre que le sexe, on pouvait mettre autant de variables qu'on juge pertinentes pour essayer de neutraliser les effets des facteurs de confusion. Même si, évidemment, de fait, on peut jamais les mettre toutes, ou on peut pas les multiplier indéfiniment. Bon, maintenant que ça c'est dit, vous aurez compris que j'ai principalement utilisé cette étude comme un prétexte pour vous parler de corrélation et de causalité. En réalité, Univia, le fameux organisme qui a réalisé l'étude, c'est pas un laboratoire scientifique, c'est une marque qui a pour but de vous vendre des produits. Donc de la crème, des tonifiants, des machins comme ça. Ça arrive souvent que les laboratoires se lancent dans ce genre d'études et ça explique sûrement le manque de scientificité des résultats. Mais ce que je voulais souligner, c'était pas tant le manque de scientificité de l'article que la façon que les journalistes ont eu de communiquer autour de ces résultats. Parce que la plupart des journalistes n'étaient pas dupes sur le caractère peu scientifique des résultats. Mais ça n'empêche pas qu'ils se sont quand même contentés de faire un copier-coller des résultats sans vraiment montrer en quoi ces résultats étaient problématiques. Du coup, si vous voulez retenir une chose de cette vidéo, c'est faites attention quand vous voyez passer un article qui commence par le fameux « une étude américaine dit que » et accessoirement retenez aussi que non, actuellement rien ne nous permet de conclure à un quelconque effet de la turlupinette sur le type et le niveau de rémunération d'un emploi. Donc,
évitez de mentionner vos habitudes d'autosatisfaction sur un CV, ça pourrait être mal interprété. En revanche, même si cela n'a aucun effet sur les salaires, les études tentent à montrer que prendre soin de son intimité est associé à une image plus positive et confiante de soi-même, et que cela produit des bienfaits en termes de détente et de réduction du stress, donc ne vous retenez pas pour autant. Et à ce propos, j'en profite pour mettre un petit coup de projecteur à un projet que je trouve super sympa. C'est pas une vidéo sponsorisée, je gagne rien dans l'affaire. J'ai juste envie d'aider à faire connaître le travail d'un couple d'amis qui sont en train de se lancer dans la manufacture de sextoys inspirés de mondes féeriques et héroïques fantaisistes. Fera Diamond, c'est le nom du projet lancé par Margot et Romain qui ont eu l'idée de mélanger sextoy et fantastique. Les sextoys sont réalisés grâce à une imprimante 3D en silicone, qui est une matière qui a l'avantage d'être durable et biocompatible. Ça veut dire que tu peux la mettre à l'intérieur de toi et qu'il n'y a pas de risque. Il y aura différents types de design, différentes tailles, 3 degrés de rigidité et plus d'une quinzaine de couleurs, de sorte que chacun pourra vraiment commander un objet ultra personnalisé. J'en parle au futur parce qu'ils sont encore à la phase des prototypes et les produits ne sont pas encore disponibles à la vente. En plus, avec le confinement, c'est un petit peu difficile de les approvisionner en silicone. Cependant, je vous invite quand même à aller les rejoindre sur Facebook et sur Instagram parce qu'ils sont en train de développer tout un univers fantastique autour des sextoys. Le monde de Fera, qui est peuplé de toute une faune extraordinaire et fantastique et qui vise à créer un univers culturel autour de la sexualité. Je vous invite donc à les suivre sur les réseaux sociaux, ne serait-ce que pour suivre les illustrations de Margot qui sont plus magnifiques les unes que les autres, et aussi pour l'histoire qui est en train de se développer petit à petit. Après un mystérieux effondrement ayant provoqué une extinction massive de la biodiversité, la vie a failli s'éteindre sur Fera. Plusieurs millions d'années plus tard, la faune et la flore sont progressivement redevenues luxuriantes et diversifiées. Ce constat est à l'origine de la fondation de la Guilde des Véristes, une communauté de chercheurs désireux de comprendre et de protéger le vivant. Ils s'organisent ensemble autour d'un projet commun, celui de répertorier et catégoriser l'ensemble des espèces animales et végétales dans une encyclopédie du monde vivant. L'histoire est racontée à travers le personnage d'Aeryn Lys Elmeda, une elfe rousse apprentie vériste. Voilà, j'espère que ça vous aura suffisamment intrigué pour que vous alliez jeter un coup d'œil. Moi j'aime bien aussi bien l'idée de mêler sextoy et fantasy, que aussi l'idée d'avoir un objet qu'on puisse poser sur son étagère sans que ça fasse bizarre. Voilà, cet épisode hors série est maintenant terminé, j'espère qu'il vous aura plu. N'hésitez pas à mettre des pouces vers le haut, à partager, mettre un like, à vous abonner à la chaîne si ce n'est pas déjà fait. Je vous mets en description tout un tas de sources et notamment des vidéos pour aller plus loin sur ces notions de corrélation et causalité parce que je suis loin d'être le seul à en avoir parlé sur YouTube. Je vous recommande tout particulièrement les vidéos de Latronche en biais et de Risk Alpha pour tout ce qui est des questions de corrélation, causalité, biais cognitif, etc. Et par ailleurs, je vous mets aussi le lien vers une vidéo de hacking social pour muscler son esprit critique, notamment pour ces articles qui reprennent ces études américaines dont on n'arrive pas vraiment à retrouver la source. Et il nous montre le processus parfois fastidieux qu'il faut entreprendre pour vérifier les informations. En attendant, je vous fais des bisous de confinement, à la prochaine et restez chez vous. Ciao!